Voilà, tu as présenté le... Bah oui, Laurent Bigorgne, donc, qui porte fièrement les couleurs de l'Institut Montaigne. Voilà, Thierry Pêche, Terra Nova et Nathalie Collin, le groupe La Poste. Je dis bien le groupe La Poste. Je redis aux techniciens qui sont derrière qu'il manque un micro pour Thierry Pêche, là, s'il pouvait le ramener, merci. Non, mais il va parler en dernier, tant pis pour lui. Les grandes institutions publiques survivront-elles au bouleversement technologique? Laurent Bigorgne. Alors, j'ai combien de temps? Une mi-temps? Le maître du temps nous dit quoi? 5 minutes. Donc, traiter la question de la disparition de l'État... Oui, mais là, tu perds déjà 30 secondes en disant ça, comme tout le monde, que tu n'as pas assez de temps. Non, je voudrais partager avec vous une expérience, puisqu'il faut être un peu empirique. Voilà. Je suis papa d'une jeune fille de 17 ans qui attendait les résultats du bac aujourd'hui. Et donc, frénétiquement, à partir de 9h, 9h... Elle a eu plus de 18 de moyenne? Non. C'est la catastrophe. Sa vie s'arrête. Enfin, elle croit, mais tout va bien, en réalité. Et donc, frénétiquement, ce matin, à partir de 9h, 9h30, je regarde et naïvement, je vais éducation.gouv.fr. Le site le moins alléchant de la Terre. Et je me rends compte que dans Google, ce qui est le mieux ranké, c'est l'étudiant.fr. Site formidable. On tape le nom, le prénom, l'académie, on a absolument tout de suite. Et donc, il faut qu'à un moment ou un autre, l'État comprenne, l'État admette qu'évidemment, il n'est pas concurrencé sur le fait d'être producteur de bachelier, où il est très à la marge. Mais c'est dommage qu'il sache si peu mettre en valeur le travail de ses agents, si peu mettre en valeur des données qui sont fondamentales et qui servent à toute la communauté nationale, et si peu mettre en valeur ce qui fait son sens et son utilité. Pourquoi je dis ça? Parce que je considère que la révolution numérique, elle n'est pas une menace, elle est plutôt une opportunité pour transformer l'État. Et il faut la voir positivement, sinon on a perdu d'avance. Et alors, il faut ensuite essayer de faire une cartographie de ces opportunités. On parlait tout à l'heure du niveau de qualification. Je t'ai entendu dire qu'il y a des gens qu'on ne pouvait pas former. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'on peut former absolument tout le monde. Ensuite, il faut individualiser. Et il faut savoir comment on suit et comment on incite. C'est ça qui compte. Mais sur le niveau de qualification des agents publics, oui, il y a un énorme travail à faire. Mais on entendra tout à l'heure, j'imagine, parler de la Poste. Mais prenez n'importe quelle grande entreprise, une que je connais un peu aujourd'hui, qui a AXA, puisque je discute avec certains de ses dirigeants. Attention, lapsus. Eux aussi, ils ont des problèmes de transformation qui touchent 60% de leurs salariés. Il va bien falloir qu'ils couvrent la distance. Et c'est pas très différent de l'éducation nationale ou de la sécurité sociale. Donc la question de la qualification, mais allons au-delà, la question de l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un master de mathématiques, entre aller enseigner les mathématiques et partir dans des professions qui, évidemment, vont être en interaction avec la révolution digitale, on voit bien ce qu'ils choisissent, puisqu'il y a quantité d'académies où on n'arrive plus aujourd'hui à avoir de professeurs de mathématiques titulaires. Donc il y a un problème de marché. Il faut adresser cette question et savoir comment on redonne une attractivité aux métiers qui, dans l'État, sont des métiers sur lesquels on risque d'avoir une concurrence très très forte. Et c'était dit tout à l'heure par Paul Alibert, dans un contexte où tout le monde se bat pour la ressource rare, qui est celle archi-qualifiée. Et moi, je m'inquiète d'un des phénomènes qui est une polarisation accrue, une différenciation plus forte, un creusement que la révolution digitale va créer entre public et privé. Alors j'avance très vite. Je pense que pour l'État, un des vrais sujets, et on voit bien en ce début de quinquennat, que pose la révolution numérique, c'est la vitesse de transformation. Il y a 3 choses que l'État ne sait pas faire. Il ne sait pas pivoter rapidement, comme le fait une entreprise qui doit se transformer à grande vitesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous interroger très fort sur la capacité, pour le coup, à voir les institutions publiques survivre. Il ne sait pas, par ailleurs, passer à l'échelle quand il y a de l'expérimentation réussie. On dit toujours il faut expérimenter, mais on voit très bien que derrière, ce qui ne va pas, c'est le passage à l'échelle. On ne sait pas faire. Est-ce qu'elles ont lieu, les expérimentations? Bien sûr. Moi, je peux t'en citer plein d'expérimentations. Sur le sujet que je connais moins mal, qui est celui de l'éducation, il y a quantité d'expérimentations. Et il y a même des expérimentations qui ont des résultats aujourd'hui. On sait, par exemple, sur la grande difficulté scolaire, 5, 6, 7 ans, ramener tous les enfants d'une classe de grande section de REP+, à la moyenne nationale. On sait le faire. Donc le passage à l'échelle, il est là. Et ensuite, il faut savoir... Mais on sait faire avec, en multipliant le nombre de profs, c'est ça? Non, on sait faire à moyens constants. On sait faire de l'efficacité. Si ensuite tu mets des moyens supplémentaires, ça aide. Parce qu'on demande quand même beaucoup aux enseignants pour faire cette différence. Mais on sait le faire. Et le troisième sujet que l'État ne sait pas couvrir, c'est l'expérience utilisateur. C'était mon anecdote du début.
Et il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, ce gouvernement, ici, maintenant, se pose très concrètement, et ce sera ma conclusion, la question de savoir s'il veut survivre, pas en tant que gouvernement, mais en tant qu'État. Comment est-ce qu'on est capable de faire venir dans l'État des gens qui savent faire des restructurations, des redéploiements? Comment on fait venir dans l'État des gens qui savent ce qu'est un passage à l'échelle ou une expérience utilisateur? Si l'État décide de ne pas faire l'effort qu'il faut pour attirer, motiver, garder et être capable de passer en mode véritablement non plus de gestion mais de projet, oui, il aura perdu la bataille. Et un des enjeux pour moi d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, c'est de craquer ce code. Thierry, merci Laurent. Thierry Pêche, Terra Nova. Oui, je parle en deuxième. Voilà. J'ai 5 minutes aussi. Pareil. Ouais. 2. Ok. Alors j'ai également un enfant qui passait le bac, qui a eu les résultats. Ça s'est bien passé, sa vie ne s'arrête pas. Et j'ai à peu près aperçu le site dont tu parles. Je n'avais pas l'impression qu'il ne fonctionnait pas, ce qui est déjà bien. Vous ne placez pas les exigences à la même échelle. Effectivement, il était peut-être moins glamour que celui de l'étudiant. Je n'ai pas fait la comparaison. Mais enfin, ça a fonctionné. L'État a déjà engagé, je dirais, quand même des réflexions, des expérimentations. Mais le sujet, c'est bien la question des technologies. Donc je vais laisser de côté les observations que tu as pu faire à la fin, Laurent, sur la façon de conduire une classe de CP au niveau national, etc. On a vécu au début de la révolution numérique avec en tête une espèce de fantasme libertaire, qui était d'ailleurs le strict reflet des conditions dans lesquelles la révolution numérique était née en Californie, dans un milieu assez libertaire, assez anti-administration, anti-État. Et on a vu se déployer ces technologies à une échelle globale, une échelle planétaire, qui n'est évidemment pas celle de la maîtrise des États-nations. Et donc on s'est habitué à l'idée, qui à mon avis est fausse, que les États ne peuvent rien face à ce qui est en train de se passer, parce qu'ils seraient débordés, pris à revers de toutes parts. Je pense que c'est une idée assez largement fausse. Et d'ailleurs, en même temps qu'on se racontait ça, on voyait de grands États, la Chine, la Russie, tenir sous une tutelle très étroite, voire sous une censure très sévère, ces mêmes technologies. Et donc, la question qui se posait à nos démocraties, c'était comment réguler ces technologies et les usages qui pouvaient en être faits, et comment l'État pouvait se les approprier pour faire son travail. Mais tu as évoqué des fonctions qui ne sont pas les fonctions les plus centrales de l'État. Les fonctions les plus centrales de l'État, c'est les fonctions régaliennes. C'est là qu'il faut s'assurer que les institutions publiques vont résister. Dans un deuxième temps, et je dirais que ce deuxième temps, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on est sorti de l'innocence et du fantasme libertaire. Et on a commencé à entrevoir les problèmes que ces technologies pouvaient poser à l'ordre public. On l'a vu notamment avec la campagne aux États-Unis, la campagne présidentielle, les fake news qui ont été évoquées, les désordres publics qui pouvaient être générés par l'usage de ces technologies comme levier de puissance, y compris par d'autres États. Et donc, on sort de cette idée que les technologies se développeraient à une altitude qui dépasserait la capacité, 2 minutes, ça ira, qui dépasserait la capacité de maîtrise des États. Je pense que maintenant, il va falloir entrer dans un troisième temps, qui est celui de la régulation de ces technologies et de leurs usages. Parce que la question du débordement de l'État, au fond, elle est presque secondaire. La vraie question, c'est comment on assure des conditions d'ordre public de façon à ce que ces technologies et leurs usagers puissent se développer correctement sans rencontrer trop d'obstacles. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que la quantité de droits, de réglementation et d'institutions qu'il y a dans les sociétés est une fonction croissante de la liberté des agents de ces sociétés. Quand on regarde le passé et l'histoire, on constate que les institutions publiques n'ont cessé de se renforcer. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans ou 100 ans, parce que dans des sociétés où il y a toujours plus de liberté d'action, il y a besoin de beaucoup plus de régulation pour que ces acteurs puissent coexister de façon pacifique. Je crois que les 2 minutes sont écoulées. Voilà. Merci beaucoup Thierry Pêche. Alors maintenant, on est impatient d'entendre celle qui a les mains dans le cambouis, parce que Laurent Bigorre, lui, il pense et il donne des conseils, mais celle qui doit les appliquer, même. Celle qui... Mais non, celle qui doit les appliquer, c'est Nathalie Colin à la Poste, et Dieu sait si vous êtes confronté de plein fouet à tous ces bouleversements technologiques.
comment vous affrontez, vous, le changement? Alors, moi, je voudrais repartir de la cause, en fait. J'ai écouté quelques débats, des gens qui pensent que c'est plus une évolution qu'une révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'arrivée de l'électricité, les chemins de fer, le télégraphe, il y a eu la révolution informatique, il y a eu la révolution de la micro-informatique, il y a eu les réseaux télécoms, et on est dans la suite de ça. On n'est pas dans un truc qui est complètement transgressif par rapport à ça. Moi, je trouve qu'on est dans la suite de ça, qu'il ne faut pas non plus en avoir peur et faire craindre comme ça la révolution numérique, comme si ça allait absolument tout détruire. Moi, je pense que ça change essentiellement deux choses. C'est vrai, c'est le rapport au temps. C'est l'accélération absolue des cycles d'innovation et du cycle d'interaction entre finalement les citoyens et les dirigeants, les institutions, les entreprises. Et puis, c'est le lien direct, c'est l'organisation en réseau. C'est vrai que ça, c'est un changement absolument radical. Les gens peuvent s'organiser, ils peuvent se parler à l'autre bout de la planète, ils peuvent intervenir, interpeller leurs dirigeants, interpeller les dirigeants des entreprises aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ces deux vecteurs fondamentaux nous posent un défi, posent un défi aux gouvernants évidemment, mais nous posent un défi à nous aussi, les entreprises, là, y compris les entreprises publiques, c'est que finalement tout est en train de se transformer pour devenir client-centrique, patient-centrique, citoyen-centrique, et que les entreprises, elles ne sont pas encore adaptées à ça, et l'État non plus d'ailleurs. On est encore dans un modèle extrêmement descendant, que les gens ne sont plus forcément en capacité d'écouter, parce qu'ils sont tellement dans la participation dans tous les autres créneaux de leur vie, que ce modèle descendant est un peu mis à mal. Et par contre, c'est une chance formidable d'avoir de la participation. On a les civic tech, on a des systèmes de vote électronique, de pétition citoyenne. C'est une façon formidable d'emmener les gens pour nous apprendre finalement à être plus dans le collaboratif et à plus avancer comme ça. Parce que les institutions publiques, comme nos gouvernants, ils sont quand même là à un moment donné pour qu'on puisse faire société. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut, et faire société, c'est à la fois gérer les problèmes d'inclusion, y compris numérique, c'est être capable de gérer la proximité, les territoires, et donc d'éviter l'isolement territorial, c'est être capable de protéger les plus faibles, etc. etc. Et on voit bien que moi je suis d'accord avec l'idéal libertaire du départ, hein, de ces gens qui ont généré cette évolution ou cette révolution numérique, et on voit bien que finalement ce sont les mêmes plateformes qui prônent on va dire le social, les réseaux sociaux, etc., qui sont économiquement les plus centralisés au monde. C'est-à-dire que c'est là qu'on a le plus de centralisation de décisions, de centralisation financière, on l'a dit tout à l'heure, de winner takes it all, c'est-à-dire que le premier va tout gagner et tout prendre aux autres. Et donc on est dans ce paradoxe absolu où on a absolument, où on a absolument besoin que les institutions comme les politiques reprennent leurs droits. Mais moi je suis assez optimiste parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent permettre qu'on reprenne leurs droits. D'abord il y a nous, les citoyens. Une plateforme, elle a de la valeur parce que des gens vont dessus. Si demain tout le monde avait dit Cambridge Analytica c'est inacceptable, on quitte Facebook, d'ailleurs ils ont déjà dévissé en bourse, mais Facebook aurait beaucoup plus perdu de valeur et aurait beaucoup moins de valeur. Donc on participe de cette valeur. Et quelle est l'alternative ? Alors je finis parce que sinon ça ne va pas me permettre d'aller à haut de mon raisonnement, parce que je veux respecter les 2 minutes. Je pense qu'il faut avoir plus de participation puis de citoyens, considérer que les technologies elles sont au service de l'humain. Et ça, c'est quand même la base de tout. Et c'est pas le tout. C'est-à-dire la révolution numérique n'est pas le tout d'un coup qui inventerait en soi, la technologie serait autoproclamatrice et inventerait un nouveau monde. C'est à nous, les humains, de décider quel va être ce monde et comment on va les utiliser, ces technologies. Il y a un énorme défi d'éducation et de formation à l'intérieur des entreprises. Et puis, l'État a des moyens de réguler, des moyens de décider que, par exemple, les données médicales anonymisées, c'est un bien commun. Et que les startups comme les chercheurs peuvent tous s'en servir, ce qui évitera de devoir aller consulter Google dans 10 ans et personne d'autre que Google avec des tarifs qui seront faits à l'avenant. Et puis, soyons fous, on peut utiliser le droit de la concurrence, les régulateurs, la fiscalité, et pourquoi pas des options de démantèlement. Et je pense qu'il y a une certaine urgence, malgré tout, à faire cela, parce qu'avec l'IA, ça va aller encore plus vite. Ce n'est pas une autre révolution, c'est une évolution de rapidité. Merci beaucoup. Mais chez vous, concrètement, si demain il n'y a plus de courrier, si vous n'avez plus que des paquets à livrer, si vous devez quand même faire de la cohésion sociale, vos missions d'institution publique, parce que la Poste, c'est une institution publique. Vous la voyez comment dans 5-10 ans ? Alors nous, on reprend à partir du sens de ce que nous sommes. Après tout, on considère que les outils sont un moyen. Le sens de ce que nous sommes, c'est qu'on est un opérateur d'échange, depuis toujours, à la Poste, et on est une entreprise de services de proximité. Donc, on se développe sur le courrier,
On se développe sur les services de proximité. On forme énormément de gens. On a formé l'an dernier 84% de gens à la Poste, avec des dizaines de milliers de passeports numériques. On les forme également en leur mettant à disposition des outils. Et on a une façon de mettre à disposition. On a la plus grande flotte, par exemple, de smartphones au monde professionnel. On a 100 000 smartphones pour les facteurs, avec des applications métiers qui sont faites pour les facteurs, et qu'ils s'apprennent eux-mêmes. Et donc, moi, je pense aussi qu'on peut former absolument tout le monde. Pas à tout, mais on peut former tout le monde. Par ailleurs, il y a de plus en plus besoin de services de proximité, parce que les humains vont continuer à avoir ce besoin de liens et de services de proximité, et on travaille également là-dessus. Je voudrais revenir sur la capacité de l'État à survivre, au fond, tel qu'il est. Parce que j'ai l'impression quand même que Thierry et Laurent ne sont pas tout à fait du même avis. Thierry est plus optimiste que Laurent. Oui, là, sous les yeux, on a, me semble-t-il, ce cap 22 là. On devait avoir des économies en France, mais bon, l'économie c'est un prétexte. En fait, on devait redéfinir par cette occasion un certain nombre de missions de l'État, et puis on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes accusé, les think tanks? Vous n'avez pas proposé des transformations des missions de l'État? C'est pour cela que l'État est en panne d'idées. Au fond, vous n'avez pas travaillé assez. Mais Maxima grandissima culpa. Il faut raison garder. L'État est parfois paresseux. Le politique, il peut être inconstant. Et moi, je ne crois pas au nouveau monde. Je crois d'abord et avant tout au travail. On peut prendre chez Thierry, on peut prendre à Terra Nova, on peut prendre à Montaigne. Nous, on a publié sur la justice civile et l'impact digital sur cette justice civile. Et un programme extraordinairement ambitieux. On a publié sur l'enseignement supérieur, sur l'école primaire, sur l'impact du numérique, sur les apprentissages, et on a une bibliothèque complète. Sachant, Laurent, qu'il n'y a jamais eu au sein de l'État non plus de cellules de conseil, d'expertise en tout genre. C'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Ouais. Hein. Ensuite, quand on interroge les Français, j'ai pris un sondage pour préparer cette table ronde, c'est intéressant sur ce que disait Thierry tout à l'heure du régalien, 84%, si on y regarde par rapport aux Norvégiens, aux Britanniques et aux Allemands, 84% à penser que l'État a excellemment agi en matière, par exemple, de fiscalité et de digital. C'est-à-dire que pour le coup, les Français émettent une espèce de satisfecit sur la façon dont ils payent leurs impôts aujourd'hui. Ça, l'État sait faire, oui. Oui. Mais ensuite, quand on les regarde, ils sont 80% à dire qu'ils souhaitent que l'État se numérise, ils sont seulement 49% à penser qu'il va y arriver. Et c'est là qu'il y a une faille. Mais réponds à ma question. Est-ce que vous, les think tanks, parce qu'après toute l'après-midi, c'est sur les think tanks, est-ce que les think tanks ont en soute assez de logiciels de transformation des missions de l'État, Montaigne et Terra Nova? Si tu me demandes si on fait bien notre travail, c'est pas nécessairement à moi de le dire, mais j'ai quand même envie de dire qu'on travaille énormément. J'ai passé 6 mois de ma vie dans Cap 22 là, à travailler sur le primaire, le secondaire et le supérieur. Qu'ensuite, il n'y ait pas de volonté politique derrière. Qu'ensuite, qu'il n'y ait pas d'habileté politique, c'est une autre question. Mais Laurent, est-ce qu'il y a dans ce que tu as écrit pour Cap 22, est-ce qu'il y a des choses différentes de ce qui a déjà été écrit et qui n'a jamais été fait? Je vois un ami au deuxième rang faire la moue. Ce que je peux te dire, c'est que ce qu'on m'a demandé de coécrire avec d'autres sur la partie éduque et supérieure, oui, il y avait des disruptions très très fortes. Ah, c'est pour ça qu'on ne les lira jamais, alors. Écoute, moi pour l'instant j'essaie d'être loyal vis-à-vis de l'État qui nous a missionnés, et donc il a dit qu'il ferait son biais de tout ça. Si à un moment il s'en sert pas, moi je me retrouverai plutôt libre de dire ce que je pense. Mais bien sûr que quand on a écrit, et ça avait déjà été écrit dans la campagne, mais cette fois-ci on a précisé qu'il fallait évaluer systématiquement tous les établissements d'enseignement secondaire du pays, avec des évaluations à 360 degrés, parce qu'on est le dernier pays d'Europe à ne pas évaluer nos établissements d'enseignement secondaire, collège et lycée. Je pense que c'est une vraie rupture méthodologique. Thierry. Oui, non, en un mot, je pense qu'il y a des choses qui ne nous reviennent pas, nous, think tank, parce qu'il y a des choses à faire qui ne nécessitent aucun effort de conception, qui nécessitent un effort d'arbitrage et de décision. C'est pas la même chose. Il y a aujourd'hui entre 40 et 50 000 agents de Pôle emploi qui rendent un service public de première importance, puisque, comme vous le savez, il y a tout de même beaucoup de chômeurs dans ce pays. Très probablement, les outils numériques de matching aujourd'hui peuvent faire le travail d'une grande partie de ces agents de façon beaucoup plus efficace. En revanche, on n'a pas assez d'agents qui
font de l'accompagnement individualisé. Bon, il faudrait former une partie de ces gens. Il n'y a pas besoin d'être très innovant intellectuellement. Je veux dire, c'est plus notre registre, ça. On sait très bien ce qu'on peut faire. Il faudrait le faire. Mais ça, c'est une affaire de décision politique. On peut dire qu'on ne pousse pas assez à certaines décisions, c'est possible. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une nouvelle frontière intellectuelle ou conceptuelle à franchir pour réformer Pôle emploi. Ah. Donc c'est plus des think tanks, mais des do tanks qu'il faut. On est mal, Laurent, là. Il y a Jean qui. Non, mais on n'a pas dit qu'on donnait la parole à la salle. Hein. Non, mais attends. Non, mais c'était sur ce point. Je crois que c'est vrai. Vous avez raison tous les deux de dire que l'action est très en retard. Mais c'est vrai aussi que la recherche n'est pas très en avance. C'est vrai aussi que dans la sphère intellectuelle, il n'y a pas beaucoup de recherche qui a été consacrée aux transformations des institutions publiques. Donc, ce n'est pas, je dis pas que c'est une bonne excuse pour le. Oui, mais Jean, pourquoi ça a été fait dans presque tous les pays libéraux, sociodémocrates, mais pas chez nous? Mais je pense que c'est la responsabilité première. Ah, alors, pardon, la parole est à donc Jean Pisani-Ferry. Non, je pense que la responsabilité première, elle est du côté de la décision. Alors, la responsabilité première, elle est du côté des gestionnaires de l'État. Elle est du côté de la très grande méfiance des gestionnaires de l'État à l'égard de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc tout ça est vrai. N'empêche que, également, la recherche n'est pas en avance. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Jean. Pardon, non. On a... Faute d'argent? Non, ce n'est pas faute d'argent, c'est faute d'intérêt. Mais quand tu regardes ce qui a été fait en matière de management public, il y a des recherches assez nouvelles. Quand tu regardes ce qu'on a fait, je disais, sur Pôle emploi, nous, on a fait des choses, il y a maintenant 2-3 ans. Quand tu étais à France Stratégie a fait des choses sur ces questions. Laurent en a fait. C'est pas tellement la production intellectuelle qui manque, c'est vraiment la décision et l'organisation de la décision. Moi, il y a un truc, je veux juste finir sur ce point que je comprends pas très bien. On a des gouvernements qui se succèdent et qui nous disent on va recruter plus de policiers, on va mettre plus d'argent dans la défense, on va pas trop tailler dans les effectifs de l'éducation nationale, voire ne pas y toucher. Mais on va quand même à la fin réduire les dépenses de personnel de l'État. Je ne comprends pas. Ou alors il faut trouver des gains de productivité majeurs, et il y en a certainement à faire, mais c'est pas tellement de ça dont on discute quand on en discute, malheureusement. Et moi, j'aimerais bien qu'on me dise, quand je parle de Pôle emploi, je présente un gain de productivité potentiel important. Et en plus, pour un service public de première importance, lui aussi. Bon, j'aimerais qu'on ait ces débats sur les gains de productivité, puisque c'est pas tellement sur les effectifs. Quand vous dites je touche pas aux enseignants, je touche pas aux policiers, il reste plus grand chose en fait. Bon, il faut qu'on rentre autant, mais enfin, moi j'ai pas le sentiment qu'il y ait de vraie différence entre nous. On va être obligé de vous arrêter. Il y a un manque de vision et il y a un manque de volonté aujourd'hui sur ces questions. J'en suis absolument convaincu. Merci madame, merci messieurs.